bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont toute une communauté qui les suit. Eux, ce sont les influenceurs qui règnent sur la nouvelle agora que sont les réseaux sociaux. Leurs followers, traduisés par disciples en français, s'identifient à ces figures qui leur ressemblent tant et entrent en lien avec elles au point parfois de leur confier tous leurs secrets. Alors qui sont ces nouveaux maîtres à penser qui allient célébrité et accessibilité et quel est réellement leur pouvoir? Regardez ce reportage de Christophe Fungard, on en parle juste après. Je dirais que j'arrive à répondre à environ, 50 à 100 messages par jour. Juste avant, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que si mon copain, par exemple, s'abonne à des filles et aime des photos et commente sous ces photos à elle, est-ce que c'est une raison valable pour rompre avec lui? Fleur. Je suis tombée enceinte à 22 ans, c'est très tôt. J'ai plusieurs filles qui m'ont écrit qui étaient aussi en pleines études et qui m'ont écrit que voilà, là j'étudie et je suis enceinte et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois typiquement avorter, garder cet enfant, adopter? Tout ça parce que moi aussi je suis enceinte et que je montre ma vie, donc c'est certainement que je dois avoir certaines réponses que d'autres n'ont pas, mais ce n'est pas le cas. Là récemment j'ai reçu le message d'une parfaite inconnue qui me demandait de la conseiller parce que quelqu'un de son entourage serait pédophile et qu'elle ne savait pas comment faire parce que c'est un ami à elle et parce que cet ami est enseignant et travaille avec des jeunes, enfin bref. Et du coup, elle m'a exposé toute la situation et moi j'étais juste déroutée parce que qu'est-ce que je peux faire moi? Voilà, c'est bien. Coucou. Ces jeunes stars du net sont-elles devenues nos nouveaux guides spirituels? Bienvenue dans le monde de l'influence 2.0. Malouine Bourkhalter a 18 ans. Depuis quelques mois, c'est la vedette suisse sur TikTok, le réseau social qui repose sur la création de très courts clips musicaux. Pendant quelques secondes seulement, l'idée c'est de se mettre en scène, de danser ou de chanter en playback. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est quoi le but de ces vidéos? C'est en fait divertir les gens et puis leur montrer un petit peu qui est-ce qu'on est, sans vraiment parler. C'est un monde assez rapide en tout cas, ouais. Rapide est un euphémisme. Certaines vidéos comme celle-ci comptabilisent en quelques heures des millions de visionnements. Hi. So, yeah. Round one. Fight! Huh? Hi. Des dizaines de milliers de commentaires après avoir simplement prononcé une phrase d'un jeu vidéo. Fight! En quelques mois, 3,4 millions de personnes vont être à l'écoute de Malouine sur ce réseau social. Alors c'était l'année passée en novembre 2020. J'avais parlé avec des amis, on était 5, et puis on s'est dit ok, maintenant on se donne 5 mois, et en 5 mois celui qui arrive à avoir le plus d'abonnés sur TikTok, il gagne. Au début, tout ça c'était un jeu. C'était un jeu, ouais, c'était un défi. Et le succès a été extrêmement rapide. Il a été beaucoup plus rapide que prévu, et puis c'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde, ça m'a surpris moi en particulier. Comment vous expliquez ce succès? Inexplicable. Certains diront que c'est son physique, sa voix, sa confiance en lui, les algorithmes des réseaux sociaux. Qu'importe. Malouine a rendez-vous aujourd'hui avec son agent pour discuter d'un contrat avec une marque de vêtements. Oui, son agent. Car à partir de simples clips de quelques secondes, des millions de personnes écoutent aujourd'hui Malouine et des marques le draguent. À 18 ans, il a par ailleurs quitté ses études pour devenir influenceur. En gros, tu seras l'ambassadeur des sneakers là-bas. Un influenceur, pour moi, c'est une personne comme tout le monde qui a réussi à se créer une communauté, une grosse communauté. Et grâce à cette communauté, il arrivera par exemple à vendre des produits parce que les gens pensent que son choix, c'est le bon. Ils suivront son idée à chaque fois. Pour moi, c'est ça un influenceur. C'est quelqu'un qui a de la notoriété et c'est quelqu'un qui influence tout simplement les gens.
C'est puissant, ça peut aller très loin, ça peut aller très très loin. Elvira et Charles Legrand ont vite compris aussi que la puissance des réseaux sociaux repose sur la notion de communauté. Voici 3 ans que ce jeune couple vit de son influence sur Internet. Aujourd'hui, ils sont payés pour faire la promotion d'une marque de thé. Elvira et Charles ont respectivement 466 000 et 304 000 abonnés sur Instagram, le réseau social de partage de photos. La communauté, la manière d'interagir avec ses followers, il faut que notre audience puisse nous croire. Ça, c'est sûr. Il faut répondre aux questions, il faut interagir. Souvent, d'ailleurs, je demande à mes followers, qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus sur mon compte? Certains me disent, ton bébé. Ça, par contre, je ne le fais pas sur demande, mais il faut savoir être à l'écoute de son audience. Les gens, à force de te suivre, ils créent un lien avec toi, tu deviens comme une amie et ils se confient à toi, ils te parlent et ils te demandent aussi beaucoup de conseils. Cette proximité peut toutefois être délicate à gérer. Elvira reçoit parfois des centaines de messages par jour. 130 200. Ça continue de monter, hein? Ouais. Des commentaires, mais aussi des questions et des conseils qui dépassent ces zones de compétences que sont la mode et l'art de vivre. On lui a par exemple posé de nombreuses questions sur la grossesse et plus récemment sur la pandémie. Ils ont demandé, est-ce que tu crois qu'on devrait vraiment croire tout ce que les médias disent? Est-ce que tu crois qu'on devrait sortir de chez nous? Est-ce que tu crois que... Je sais pas, est-ce que tu crois qu'on devrait voyager? Et ça vous surprend que les gens puissent vous poser des questions sur la grossesse, sur la pandémie, à vous? Non. Ça me surprend pas dans le sens où moi-même je suis follower de quelqu'un et peut-être inconsciemment je suis ses conseils. J'irai pas poser la question, mais je vois son mode de vie, je vois la manière dont elle agit et je suis influencée par cette personne. Et vous pourriez avoir plus confiance en un influenceur que par exemple un média classique, traditionnel, ou qu'un site de l'OFSP, un site officiel? Je pense que oui, parce que cette personne, même si je ne l'ai jamais rencontrée, je la crois, parce que je la suis, parce que je sais tellement de choses d'elle. Et il n'est pas impossible d'abuser de ses liens très forts avec sa communauté pour lui demander de réaliser des actions illégales ou pour modifier ses opinions. Certains youtubeurs sont presque devenus des gourous, luttant contre les vaccins ou militant pour tel ou tel régime. Et franchement, j'entends tout et son contraire. Une dérive sectaire, selon certains. Il sous-entend qu'un régime cru à base de fruits, de légumes et de jus frais peut guérir le cancer ou l'autisme. Moi, je dis juste ça à titre d'information, de prévention. Faites gaffe. Si tu as des petits frères, des petites sœurs, si tu as des enfants, si même juste toi, tu es dans une situation de fragilité, fais gaffe parce que justement, le rapport comme ça, intime, proximité, influence sur Internet, ça peut vraiment biaiser la relation. Coucou! Fais gaffe sur YouTube, mais aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Étudiante en sociologie, Carolina González a découvert par elle-même cet immense pouvoir d'influence des réseaux sociaux. Il y a 6 ans, elle a créé une chaîne YouTube pour laquelle elle réalise des revues de livres, mais où elle parle aussi sans phare de problèmes intimes et de santé mentale, à 282 000 abonnés. En fait, depuis très longtemps, avant même que j'ai l'audience que j'ai aujourd'hui, j'ai très vite reçu, comme énormément d'autres de mes collègues d'ailleurs, des messages de détresse intense, parfois exposant des situations vraiment délicates qui nécessitaient l'intervention de véritables professionnels. Donc je pense par exemple à des travailleuses sociales, je pense à des médecins, à des psys, même parfois la police, quoi. Et du coup, j'ai dû très vite, en fait, me rendre compte du pouvoir, entre guillemets, que les gens m'octroyaient, alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout, et que j'étais juste quelqu'un qui partageait sa vie personnelle depuis sa chambre. Les gens qui sont du même côté de la caméra que moi, on a tendance au début à beaucoup minimiser en fait le pouvoir entre guillemets et l'influence qu'on peut avoir sur les autres. C'est notamment en recevant des messages ou en croisant des gens dans la rue qui nous le disent que là tout d'un coup on réalise et on se dit waouh, ok c'est ça l'effet que je fais. On va parler des troubles du comportement alimentaire. Dans une précédente vidéo, je te racontais 10 ans d'histoire de relations toxiques avec mon père en 30 minutes dans une vidéo YouTube. En fait, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, merci infiniment pour les retours que j'ai reçus.
Si ma priorité était de capitaliser et de faire beaucoup d'argent, je vous dis, ça fait longtemps que je pourrais être honnêtement millionnaire. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. J'aurais pu générer énormément de bénéfices très vite avec mes réseaux sociaux, au détriment de mes valeurs. Non pas que gagner de l'argent soit mal, mais de cette manière-là, ça ne me paraît pas être très éthique. J'aurais très sûrement profité de la confiance que de jeunes personnes m'apportent pour leur proposer des services, entre guillemets, du type être à l'écoute, répondre au téléphone, prendre un café avec ces personnes, qu'elles me racontent leurs problèmes, etc. Et de les faire payer plus cher, par exemple, qu'un psychologue ou un médecin. Je crois que tu as plus d'influence sur eux ou sur les gens de ta communauté? Sur la communauté. Les amis proches, ils savent qu'on est réel, ils savent un peu ce qu'on pense. Et puis, c'est beaucoup plus dur de se faire influencer par un proche que par exemple une personne qu'on ne connaît pas. La recette en résumé, des grandes communautés, des liens forts et des jeunes stars s'exprimant souvent sans filtre, seuls et sans intermédiaire. Des liaisons dangereuses peuvent ainsi naître, même à distance. Ces vedettes d'Internet n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec les pop stars des années 80, mais leur potentiel d'influence semble encore plus grand. Je pense que nous, les influenceurs, on est plus vrais, on est plus présents. On peut nous croiser dans la rue, on peut nous poser une question sur Instagram et on y répondra sûrement. L'accessibilité, c'est vraiment ça en fait. Je pense que c'est vraiment l'idée qu'on est proche, qu'on est à portée de main, entre guillemets, qui fait qu'on peut combiner la célébrité avec l'accessibilité, chose qui avant n'était pas vraiment possible. Bonjour Emmanuel Aloha. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie esthétique à l'Université de Fribourg. Alors, on l'a entendu dans le reportage, certains influenceurs reçoivent des milliers de messages chaque jour, d'autres des centaines. Et ce qui est assez vertigineux, eh bien, c'est qu'il y a des questions qui sont posées autour de l'avortement, de la vaccination, même de la pédophilie. Alors, ça semble incroyable. Comment est-ce que vous pourriez presque nous décrire les liens qui unissent ces influenceurs aux followers? Je pense qu'il s'agit là de nouveaux liens de confiance qui se créent, à une époque qui est marquée par une érosion des figures traditionnelles d'autorité. Il y a une crise de légitimité de toutes ces figures qui traditionnellement étaient interpellées sur toutes ces grandes questions de l'existence, du sens à donner sur l'existence. Et donc on voit l'émergence, au fond, depuis un certain temps, quelques décennies, de cette nouvelle figure de l'amateur, de quelqu'un qui justement n'est pas du côté de l'expertise, qui n'a pas une connaissance particulière, mais qui est peut-être la fille d'à côté, la grande sœur, enfin quelqu'un qui, en quelque sorte, ne serait pas dans une position de surplomb, mais qui comprendrait nos situations au quotidien et qui tirerait donc d'une certaine expérience de son quotidien des choses qu'il ou elle pourrait nous dire. Bonjour Julia Hutel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes doctorante en sciences des religions et vous vous intéressez aussi à cette question-là. Alors même question pour vous. Vous avez vu le reportage. Comment est-ce que vous pourriez définir avec vos mots ces liens entre influenceurs et followers, entre followers et influenceurs? Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les figures d'autorité à tous les niveaux de la société ont un petit peu, se sont érodées ou un petit peu disparu. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de mettre en contact directement des followers à ces influenceurs-là qui s'imprègnent un petit peu de cette notion d'autorité, de guide. Et donc, les followers peuvent bénéficier des conseils de ces personnes. Mais alors, on va revenir sur cette idée d'expertise, d'expérience, de hockey boomer dont on parlera tout à l'heure. Mais Emmanuel Aloha, je vous ai entendu dire la fille d'à côté, le pouvoir de la fille d'à côté. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est devenu un lien horizontale entre quelqu'un d'un côté du réseau social et de l'autre côté du réseau social, une sorte de pouvoir qui dit pas son nom?
Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une promesse de rapports plus horizontaux, hein, d'une accessibilité, d'une démocratisation. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un monopole sur l'opinion, quelques-uns qui feraient la pluie et le beau temps. Et en même temps, on voit bien que tout le monde n'est pas influenceur, c'est-à-dire que les rapports ne sont pas toujours bidirectionnels. Il y en a quelques-uns qui sont les faiseurs de tendances, et c'est justement ce genre de capital symbolique que parviennent à capter ces influenceurs, mais qui, pour le coup, n'ont rien de particulièrement extravagant ou exceptionnel. Alors là, on a vu un certain type d'influenceurs. On pourrait sans doute parler d'autres influenceurs encore, mais c'est vrai que ça a changé. C'est plus dans le reportage, on parlait de ces figures des années 80, peut-être encore les pop stars qui étaient interrogées et qui avaient peut-être une sorte de fonction quasiment d'oracle moderne qui donnerait leur avis sur les choses. Aujourd'hui, même ces figures-là sont en perte de vitesse. C'est plus les Kardashians qui donnent le ton, c'est quelqu'un qui nous ressemble peut-être un peu plus. Mais alors, la fille d'à côté, Julia Eitel, ça veut dire qu'il y a un paradoxe. Dans une certaine mesure, on prône l'authenticité, comme vous le disiez, et dans une autre, on influence, on représente des produits, on vend un mode de vie. Il y a un paradoxe ? L'authenticité, c'est de montrer, de choisir sa propre vie par ses propres moyens. Donc, en cela, les influenceurs, ils représentent un petit peu l'idéal de réalisation de soi par cette vision de l'authenticité où ils vont distribuer des conseils sur comment bien vivre le quotidien, être la meilleure version de soi-même. Et c'est à la fois ce paradoxe, cette tension entre le banal et le parfait. On va mettre en récit, mettre en scène le quotidien. Donc, c'est à la fois la copine, mais aussi le modèle à suivre. Mais alors, maître à penser, modèle, copine, moi j'ai l'impression, derrière tous ces mots, d'ailleurs, followers en français, se traduit plus communément par disciples. C'est presque des mots religieux, des guides spirituels. Est-ce que là, il y a quelque chose à creuser ? Oui, au fond, c'est par là qu'on était parti. Comment qualifier ce rapport ? C'est un rapport fiduciaire, un rapport de croyance, un rapport de confiance. C'est-à-dire, on part du principe que ces influenceurs nous veulent du bien ou ont des choses à nous donner, à nous révéler, à nous apporter, peut-être des connaissances qu'ils auraient acquises, non pas en vertu de quelque chose qui leur serait transmis par héritage, mais par une réalisation, par eux-mêmes, ils y seraient arrivés. Et donc, on en vient effectivement peut-être à des nouvelles figures qui remplacent l'espèce de vide de la croyance ou de ce rapport de crédit dans les experts, dans les savants ou dans les sachants. Et donc, on l'a vu dans le reportage. On pose même des questions sur des questions scientifiques, sur la vaccination. Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? À des personnes qui n'ont a priori d'autre crédibilité que d'être manifestement des experts dans la mode, dans les voyages, dans le mode de vie ou peut-être dans l'alimentation. Donc soudain, il y a cet élargissement quand même assez impressionnant. Et voilà, et encore une fois, dans un rapport qui est un rapport d'une authenticité célébrée, puisque c'est toujours ça qui est mis en avant. Ici, il n'y a aucune mise en scène, rien n'est construit. Nous nous démarquons des figures des stars traditionnelles, puisque à une époque qui célèbre comme nulle autre vertu la vertu de la transparence, il faut mettre en scène cette transparence. Julia Eitel, les mots vides employés par Emmanuel Aloha, les mots maître à penser, peut-être maître spirituel, c'est quelque chose que vous ressentez, que vous analysez aussi de cette façon-là? Les influenceurs sont nos nouveaux gourous? Ça dépend de quels influenceurs aussi on parle. Je pense que c'est pas unilatéral. Il y a plusieurs types de communautés, plusieurs types d'influenceurs. Est-ce que on montre des tendances de mode, ou alors est-ce qu'on parle d'éducation, est-ce qu'on parle même de politisation finalement des réseaux sociaux? Donc ça dépend un peu de quel type d'influenceur déjà on parle.
Puis peut-être aussi je dirais plus comme des grands frères ou comme des grandes sœurs aussi parfois, plutôt que des maîtres spirituels. Il y a vraiment ce rapport affectif très émotionnel, très direct, très transparent qui joue beaucoup dedans. Emmanuel Alloa parlait de vide. Est-ce que vous sentez ce vide et le fait que les influenceurs le comblent dans une certaine mesure pour une certaine génération? Oui, tout à fait. Ouais. Et de quoi est-il le nom, ce vide? De vide, peut-être justement cette crise de l'autorité qui se manifeste un petit peu partout. On ne sait plus trop vers qui se tourner pour répondre finalement à nos questions existentielles. Ouais. Et si, Emmanuel Alloa, on prenait, alors là on a parlé du pouvoir, des maîtres à penser, et si on prenait les choses à rebours, et si on se disait finalement que c'est presque la communauté qui fait l'influenceur. On entendait dans le sujet une jeune femme dire « mais je ne me rendais pas compte, en fait, je suis une fille qui est dans sa chambre et qui parle de sa vie, et en fait je ne me rendais pas compte que du pouvoir que j'avais sur mes disciples ». Oui, et puis surtout, on a déjà certains retours sur les effets délétères de cette dépendance qui est évidemment une codépendance qui se fait dans les deux sens. Donc on a des phénomènes déjà de burn-out, enfin d'influenceurs qui sont tellement soudain dépendants des retours que leur feront leurs followers, parce qu'il y a une dimension de jugement aussi, et qui amène certains jusqu'au suicide. Donc voilà, il y a ça. Mais il y a aussi, me semble-t-il, la question du rapport qui se ferait peut-être différemment. Donc dans ces communautés, on a parlé de la communauté, qui serait en quelque sorte un intermédiaire entre le savoir traditionnel, les médias et puis les individus. Donc, alors des communautés qui seraient en quelque sorte un espace d'ersatz peut-être pour ce qu'on appelait traditionnellement le pouvoir des médias. Et là, peut-être qu'il faut aussi en finir avec un certain nombre de légendes urbaines, notamment avec l'idée que les médias nous manipulent. On l'a vu dans le reportage. Est-ce qu'il faut croire aux médias traditionnels? Et ce qui me frappe, c'est que c'est un débat qu'on retrouve, qui revient vraiment de façon récurrente. Je crois que la première fois qu'on a parlé d'influenceurs, c'était dans le débat autour du pouvoir exorbitant, soi-disant, des médias traditionnels pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la peur des totalitarismes. Et aux États-Unis, on a peur qu'Hitler et que le régime fasciste essaye d'utiliser les nouveaux médias, qu'à l'époque c'était la radio et la télévision. Alors, voilà, aujourd'hui, c'était les nouveaux médias, c'était la radio et la télévision, qui auraient donc un pouvoir trop grand sur les masses. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, il y a un sociologue d'origine autrichienne, Paul Lazarsfeld, qui leur dit « mais vous inquiétez pas, de toute manière, les médias n'ont pas la capacité d'agir comme une seringue hypodermique qu'on viendra injecter dans le corps du spectateur. » Et donc, aujourd'hui, les influenceurs arrivent presque à être cette seringue, enfin peut-être, mais en tout cas, Julia Hittell, on parlait tout à l'heure de l'expertise, de l'expérience de ces influenceurs qui se substituent, ou en tout cas qui sont peut-être plus écoutés que des experts. Ce fameux terme « OK boomer » qui est renvoyé à la face des Blancs de plus de 50 ans qui ont détenu l'autorité jusqu'à présent. C'est aussi quelque chose qui est une sorte de motivation ou de force derrière les influenceurs. Oui, je pense qu'il y a une volonté aussi de refaire un peu la société, de changer et de la mettre un peu au goût de la jeune génération. L'expertise, il y a les leaders d'opinion qui vont effectivement promouvoir des produits, des services, qui vont vendre. Ça reste un espace marchandisé. Mais il y a aussi cette volonté peut-être d'empowerment de personnes qui ne sont pas forcément visibilisées justement dans les médias traditionnels aussi. C'est-à-dire sur la place publique. Tout ce qui est la communauté LGBTQIA+, des petites lettres qui se rajoutent, mais par exemple... Des minorités ? Comme les minorités, oui, c'est ça, LGBTQ, les minorités aussi plus féministes, on entend les nouvelles sorcières, par exemple, ou ce genre de sujets, de personnes. Ouais. Il y a une volonté d'agentivité, en fait. Mais donc, si je vous entends bien, Julia Hittell, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un côté qu'on pourrait percevoir de prime abord de négatif avec cette influence-là, mais il y a aussi peut-être un potentiel renouveau politique qui vient de ces réseaux sociaux? Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une catégorie pour tous les influenceurs, c'est qu'il y a plein de sujets
qui sont mis sur ces réseaux sociaux. Et effectivement, ça peut être, comme vous le disiez, un agora ou une agora où on va parler de sujets politiques et on va effectivement discuter de sujets actuels qui ne sont pas forcément visibilisés dans d'autres lieux. Emmanuel Aloa, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'université. Vous vous sentez menacé par ces nouveaux pouvoirs, ces nouveaux influenceurs, ces nouveaux maîtres à penser ? Je crois que la menace, c'est pas le bon mot. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les sociétés en transition. Qu'est-ce qui change et comment nous réorganisons la manière de créer du sens, de faire du sens, de le produire. Donc, à ce titre, c'est un phénomène qui m'intéresse. Mais dans ce que disait Julia, justement, je crois qu'il y a des choses à souligner. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas seulement dans notre petit contexte ici, suisse, européen, occidental. Il y a des pays où les influenceurs, les blogueurs sont menacés de mort. L'Iran essaye de contrôler ces influenceurs ou qui doivent s'exiler. Il y a des pays où la situation est comparable, à Cuba aussi. Donc, je pense qu'il y a véritablement une question à se poser. Après, qu'est-ce qu'on appelle des influenceurs ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la part des choses entre des influenceurs qui souvent, justement, sont reconnus en vertu du fait qu'ils parlent surtout du comment et pas tellement du quoi ? Donc, comment il faut apparaître, comment il faut s'alimenter, comment il faut mode de vie sain, etc. Et qui, justement, s'abstiennent d'intervenir sur la question du quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que nous voulons une autre société ? À quoi doit-elle ressembler, cette société ? Et peut-être que des termes plus appropriés seront peut-être les leaders d'opinion. Peut-être qu'on pourrait distinguer, est-ce que Greta Thunberg est une influenceuse ? C'est peut-être pas le meilleur mot. Donc, je pense qu'il faudra aussi, là aussi, je suis tout à fait d'accord, il faudra peut-être distinguer ces différentes typologies. Et le retour du politique, il peut se faire peut-être par d'autres moyens. Et certainement, les réseaux sociaux peuvent être un lieu de retour d'une pensée critique. On arrive à la fin de l'émission, mais une question pour vous deux, très rapidement. Est-ce que du coup, il faut avoir peur de cette défiance de l'autorité traditionnelle ou est-ce qu'il faut au contraire l'accueillir et l'embrasser, Julia Eitel ? Non, je pense qu'il faut l'accueillir, ça part aussi de la base. Peut-être par contre, je ne sais pas en quel terme, mais penser à une éthique, peut-être justement sur ces personnes aussi qui influencent et qui ont une vraie voix. Des garde-fous ? Oui. Et peut-être nous souvenir aussi que l'influence, c'est quelque chose qui mérite d'être pensé. Est-ce que nous voulons être enfermés dans notre individualité, immunisés contre toute influence extérieure, ou au contraire nous rendre compte que nous dépendons aussi foncièrement dans ce que nous sommes de l'influence de tous ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui nous environnent et qui traversent au fond la manière même que nous avons de définir nos existences. Donc bien sûr, nous avons besoin des influenceurs de toutes les manières, mais à nous d'établir avec eux un rapport peut-être plus conscient, peut-être plus affirmatif. Merci à vous deux, merci d'être venus sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux précisément, ou alors à l'adresse fautpascroire@rts.ch. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain dans Faut pas croire. D'ici là, je vous embrasse.